Émission exceptionnelle d'On refait le Mac, rencontre avec un collectionneur. Alain, cet amoureux de la pomme et des nouvelles technologies, a réuni l'une des plus belles collections d'ordinateurs visibles en France, tous patiemment rénovés et en état de fonctionnement, sillonnant le monde pour trouver les machines et pièces les plus rares, de l'Apple II au 3, en passant par le Lisa, le Newton et bien sûr le Mac, dont certains modèles sont extrêmement rares, découverte de ces trésors qui ont marqué l'histoire d'Apple. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Cette semaine, une émission exceptionnelle sans chroniqueur. Nous avons choisi de sortir du studio pour partir à la rencontre d'un formidable collectionneur qui va nous faire découvrir son tableau de chasse et ses plus belles pièces, toujours impressionnant, vous allez voir ça. Bonjour Alain. Bonjour Olivier. Votre collection est vraiment impressionnante, on est vraiment resté bouche bée devant autant de machines. Vous avez réuni énormément et patiemment tous les appareils et objets frappés d'une pomme depuis la création de l'entreprise quasiment jusqu'aux années 2000. Combien de machines avez-vous réunies ici dans votre basement? Je ne sais pas exactement, je dirais environ 400 modèles, non compris bien sûr les doublons et les appareils d'autres marques. Oui, alors vous montriez également des plaquettes publicitaires et même jusqu'au sac des différentes conférences des développeurs de la WWDC d'Apple. Hein. Malheureusement pas tous, mais quelques-uns. Et l'idée donc c'est vraiment, comme tout collectionneur, de vraiment remontrer la machine telle qu'elle était au moment où on l'a achetée, et si possible dans son emballage. Alors dans son emballage, bien sûr, ça présente un énorme avantage et aussi un inconvénient de taille. L'avantage, c'est que bien sûr, quand on acquiert une machine dans son emballage, si la machine n'est pas neuve, bien entendu, cela prouve que celui qui l'a vendue a vraiment entretenu la machine. Et on a toutes les chances de trouver dans la boîte tous les accessoires et toute la documentation d'origine. Et c'est relativement facile concrètement de réunir des machines qui ont 20, 30 ans, 40 ans? Non, ça peut être facile pour certains modèles qui ont été largement diffusés. C'est beaucoup plus difficile, évidemment, pour des machines qui sont rares, parce que produites à faible quantité, comme par exemple le Lisa, l'Apple TV, entre autres, qui ont été produits aux alentours de 10 000 unités. Quand vous parlez de l'Apple TV, c'est le Mac Apple. Le Mac Apple TV. Le Mac Apple TV. Le Mac Apple TV. Version spéciale du Mac. Ou le Spartacus, par exemple, qui ont été produits à faible quantité, quelques milliers d'exemplaires. Donc effectivement, ce sont des machines qui sont très recherchées, certaines ont disparu, et évidemment, le Graal du collectionneur, c'est d'arriver à acquérir ces pièces en bon état. Au-delà, j'imagine que c'est presque 25 années, plus que ça maintenant, pour réunir ces collections. Ça a représenté un lourd investissement, que ce soit un investissement personnel ou un investissement financier, beaucoup de voyages en tout cas, pour réunir près de 400 unités. Oui, alors évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Et le problème, c'est que lorsque l'on aborde le problème des collections, on est toujours tenté de la mesurer à l'aune de l'investissement. Vous avez évoqué un peu plus tôt qu'un vrai collectionneur ne collectionne pas avec une arrière-pensée mercantile ou de plus-value, qui d'ailleurs, au demeurant, est difficile à augurer compte tenu de l'évolution économique et même de l'intérêt que peuvent avoir les gens, et en particulier même ses enfants. Donc pour constituer une collection, effectivement, il faut avoir une certaine capacité. D'abord une capacité financière, bien sûr, et à partir de cette capacité financière, qui va s'étaler dans le temps, pour ce qui me concerne, ça a été environ 15 années, ininterrompues, d'investissement régulier, et par ailleurs, c'est aussi une question de choix. C'est une question de choix, c'est une question de choix de vie. Et en l'occurrence, cette passion m'a permis, ainsi qu'avec mon épouse, d'aller chercher les machines là où elles se trouvaient, quand c'était strictement nécessaire. Donc vous avez fait le tour du monde avec votre épouse finalement? Nous avons fait le tour du monde, effectivement, pour aller chercher des machines.
que nous avons rapatriés, parfois avec quelques surprises et parfois à grands frais. Oui, bonjour les excédents de bagages. Je ne tiens plus pour découvrir avec vous votre gamme de produits. Gros plan sur votre collection. Et pour faciliter la lecture de cette émission, on a choisi de les regrouper par période. On va suivre l'évolution de l'histoire d'Apple en votre compagnie, Alain, et découvrir un petit peu l'évolution des machines de Cupertino, de la création d'Apple jusqu'au début des années 2000. C'est dans le prochain chapitre, bien sûr. Apple avant le Mac, on ne pouvait pas commencer une collection sans évoquer bien sûr la machine mythique d'Apple, du tout début d'Apple, à savoir l'Apple II, qui est à côté de vous, Alain. Avec l'Apple II qui apparaît en 1979, nous avons une machine qui a véritablement une apparence professionnelle. Un boîtier surtout. Ce que n'avait pas l'Apple I. Hein. Oui, ce que n'avait pas l'Apple I. L'Apple I, c'était simplement des composants. Une carte mère. Voilà, et des composants à souder. Voilà, donc là, c'est vraiment le début de l'aventure industrielle pour Apple. C'est tout à fait le début. Qu'est-ce qui fait concrètement, Alain, que cette machine a vraiment été aussi populaire en son temps? Quelles étaient vraiment les raisons de son succès? Eh bien, d'abord, c'est une machine industrielle. C'est un boîtier qui se révèle très ouvert, puisque sur la carte mère, nous allons avoir 8 ports d'extension qui vont permettre un certain nombre de possibilités d'évolution dans le futur. C'est une machine qui va donc connaître un succès plus que d'estime, puisqu'elle a été planétaire, ouais. Et en plus, elle s'est installée pendant quasiment 15 ans sur le marché, puisque je crois que les dernières machines ont été vendues en 1994. Presque 15 ans après, effectivement. Et c'est vraiment une machine qui est la machine de Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple avec Steve Jobs. C'était sa vision vraiment de l'informatique, un ordinateur ouvert, on pouvait le transformer, on pouvait en faire ce qu'on voulait de cette machine. Quasiment, et d'ailleurs on le voit très bien avec cette machine qui est un Europlus, ouais. Donc une machine de deuxième génération si l'on peut dire, une machine de 92. Donc, par exemple, cette machine, à la base, est une machine Apple II, qui sont excessivement difficiles à trouver aujourd'hui. Elle possède une carte mère en 001 révision alpha, donc c'est bien un Apple II d'origine. Les tout premiers. Un tout premier, ouais. Mais qui a été mis à jour, à la fois au plan logiciel et matériel. D'accord, c'est donc une machine assez rare. Alors, c'est une machine qui est recherchée. Un peu moins que l'Apple II, comme je vous le disais, puisque l'Apple II original a souvent été dénaturé par un upgrade. Et donc, c'est une machine qui est effectivement recherchée, au même titre, par exemple, que l'Europlus. Et on retrouve, typique de l'époque, donc les deux disques... Alors, on a deux disques 5 pouces, ouais. Deux lecteurs de disquettes souples, 5 pouces 1 quart, floppy disk en anglais. Et le moniteur spécifique également. Un moniteur green phosphore qui présente donc des caractères en blanc sur un fond vert. 40 colonnes. C'est un 40 colonnes. Ouais. Voilà. Et le clavier est typique de l'Apple II, qui est légèrement différent que le clavier de l'Apple II qu'on voit à côté, qui est plus moderne, qui est un peu plus large et surtout oui. qui épousait les mêmes couleurs. Donc c'est un modèle assez rare. Il faut compter... Quelle fourchette de prix pour un Apple IIe, par exemple, si on veut se faire plaisir? Un Apple IIe, c'est, on va dire, entre 150 et 200 euros. Oh, ça reste raisonnable. Mais ce qu'il faut voir également, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que cet appareil ayant 8 ports d'extension, ce qui va faire aussi le prix de la machine, ce n'est pas uniquement la carrosserie et sa carte mère, mais ce sont les cartes d'extension, comme c'est le cas par exemple sur celle-ci, ouais. Où nous avons une carte de jeu et 2 manettes de jeu, excessivement rare. C'est très rare. Hein, très rare, c'est très rare à trouver. Moi, j'ai eu même ces 2 manettes dans leur boîte d'origine. Ouais. Ce sont des objets qui sont très recherchés. Donc, c'est plutôt des manettes qui tournent. Hein, et puis, si vous avez un petit bouton, donc c'était assez basique. Assez basique pour l'époque. Très basique, hein. Oui. On est loin des... Mais les jeux étaient aussi basiques. Ouais. Et la puissance de calcul qui était offerte pour les jeux était aussi limitée. Donc là, on est sur l'Europlus. Et puis, vous avez autre accessoire très rare que j'étais stupéfait de voir ça dans cette collection. Déjà à l'époque, en 1979, oui. Une tablette graphique. Vous pouvez nous en parler? Rare et méconnue. Ouais. Donc cette tablette graphique fonctionne avec un crayon que vous avez sur le côté là-bas. Ouais, voilà. J'ai là, ouais. D'accord. Déjà. Bon. C'est incroyable.
et peut être utilisé sur un Apple II avec le logiciel ad hoc. Et vous avez bien sûr le manuel. Le manuel et la boîte d'origine. Et on pouvait dessiner avec un petit logiciel de peinture. Tout à fait. Alors la résolution n'était pas très élevée, on peut l'imaginer par rapport aux tablettes d'aujourd'hui, mais ça montre... Mais ça a auguré, ça a permis, c'était la première étape du travail graphique sur ordinateur. Alors c'était il y a 40 ans. Il y a 40 ans, l'Apple II, on vous l'a dit, a eu un énorme succès à l'époque. C'était un tel succès qu'il a été copié, cloné. Et autre rareté dans votre collection, on va sauter celui-ci, on va revenir dans un instant, c'est celui-là. Ça ressemble à un Apple IIe classique. D'ailleurs, avec particularité, regardez ce qui est plutôt rare pour l'Apple II, il a un pavé numérique. Il a un écran Apple, il a un duo disque d'Apple qui est arrivé un peu plus tard, mais ce n'est pas un appareil d'Apple. Qu'est-ce que c'est? La particularité de celui-ci, c'est qu'il est originaire de Hong Kong. Il a été fabriqué par une marque qui s'appelle Pineapple, donc en traduction française l'ananas. Ouais, un jeu de mots par rapport à Apple. Oui, ce qui était très très bien vu. Et donc par une société qui s'appelait Pineapple Computer Inc. Ah, il reprend même la forme, c'est vraiment une copie parfaite. C'est une copie, ben oui. Ben alors, il a la couleur, la forme, c'est d'un Apple, mais ce n'est pas un Apple. Hein. Non, ce n'est pas un Apple, et en plus ce n'est pas un Apple parce qu'il est animé par un processeur Z80, qui était véritablement la Ferrari des époques, de l'époque 85-86. Donc il était même plus rapide que l'Apple original. Il était même plus rapide que l'Apple original. Et c'était légal à l'époque de produire ce type de machine? Alors, Apple a mené, il faut quand même savoir, qu'il y a eu 98 sociétés qui ont été recensées comme ayant fabriqué des clones d'Apple, ce qui représente en termes de modèles plusieurs centaines de modèles, puisque... Je crois même qu'il avait passé le rideau de fer à l'époque, qu'il y avait des clones d'Apple. Alors il y a eu d'Apple II en Bulgarie, en Bulgarie et en Russie. C'est incroyable. Et il faut savoir donc que vis-à-vis de la société Pineapple, Apple a mis le paquet juridique, finalement a obtenu gain de cause, pour que le suffixe Apple dans Pineapple disparaisse. Mais ils pouvaient continuer à produire des machines compatibles. Alors, ils ont pu continuer à produire des machines en changeant de nom, mais par contre, l'astuce, ça a été d'appeler cette machine Ananas et de la vendre sur le marché européen avec des machines principalement montées en Yougoslavie. En même temps, ou quelques années après l'Apple II, il y a une machine qui a été très décriée en son temps, c'est celle-ci, regardez. Oui, ben c'est l'Apple III. C'est l'Apple III. Présentez-la nous brièvement. Donc, ça, c'est une machine de 81. Elle est en rupture par rapport à l'Apple II. Elle ne s'adresse pas au même marché, bien entendu. Très rare à trouver ça. Elle est rare. Elle est rare. Elle est rare aussi en bon état, et je vais vous dire pourquoi. Il est nickel, hein, celui-là. Celui-ci est venu des États-Unis, donc c'est miracle qu'il soit arrivé en bon état. Alors c'est le premier, entre guillemets, flop d'Apple à l'époque. Hein. C'était vraiment la machine pour laquelle Wozniak n'a pas voulu s'en occuper, Wozniak était le cofondateur et le père de l'Apple II. C'est plutôt la première machine qu'a conçue et pour lesquelles Steve Jobs a imposé ses choix. Et parmi les choix qui étaient décrits à l'époque, c'est que déjà à l'époque, Steve Jobs était très fan des machines silencieuses. Ça a été sa marque de fabrique durant toute sa carrière. Et cette machine était dépourvue de ventilateur. Tout à fait. Et c'était un gros problème à l'époque. Ça a été, et c'est toujours le problème principal des machines Apple, qui, d'une manière générale, sont mal refroidies. On le voit aujourd'hui avec les Mac Pro, par exemple. Oui, il n'y a pas que le Mac Pro, le Cube aussi, et bien d'autres machines. Donc, on voit bien un clavier qui est incliné, qui est séparé de l'écran. Il y a... Oui, le design est soigné. On voit la patte de Steve Jobs. Oui, avec un pavé numérique. Pavé numérique. Nous sommes en 81. Et un disque dur. Et alors, un lecteur de disquette 5 pouces 1 quart, intégré, d'accord, et tout de suite, dans la foulée, un lecteur de 5 mégabytes. 5 mégaoctets, ce qui était à l'époque considérable. Alors là, je vois derrière, effectivement... Des ailettes de radiateur. Ouais, c'est de la fonte comme un... C'est la fonte d'aluminium. Comme un vulgaire radiateur. Donc voilà. Les astuces qu'ont trouvé les ingénieurs pour satisfaire Steve Jobs et pouvoir supprimer le ventilateur. Tout à fait. Aussi, l'une des raisons de son échec, c'est que c'était une machine 80 colonnes, celle-ci une machine 40 colonnes. Donc forcément, ce ne sont pas les mêmes écrans. Voilà. Donc il n'y avait pas de compatibilité entre les deux univers. Donc forcément, c'est une machine qui est presque mornée. Apple II. Elle a duré 2 ans. Ouais, Apple III.
Il y a eu quelques révisions, il a fallu ressouder pas mal de choses, que ça fondait, mais bon, bref, on pourrait en parler pendant des heures. On avance un petit peu, Alain, si vous êtes d'accord, et on continue d'avancer toujours dans la gamme Apple II, parce que l'Apple II, finalement, n'a eu de cesse d'évoluer tout au long des années 80 et 90, jusqu'à un modèle, moi, que j'aime beaucoup, qui a marqué mon adolescence, c'est l'Apple IIc. C'est une machine très originale, elle aussi. Oui. Là, on voit le gain d'espace, le gain en termes de design. Frog Design est arrivé, hein, l'agence de design d'Apple, basée en Europe à l'époque, bien avant Johnny Ive. Une machine très compacte avec lecteur 5 pouces 5 quarts derrière et qui est un peu le précurseur de la machine portable, puisque c'est une machine transportable. C'est une machine transportable en deux fardeaux. Hein, et le premier se tient donc avec l'unité centrale dans une serviette de ce type-là. Donc on avait une petite serviette dans laquelle on retrouvait tout le matériel, la souris, hein, parce qu'il y avait un système d'exploitation qui reprenait celui du Mac. Et bien sûr l'alimentation secteur. Ouais. Et un deuxième sac dans lequel on pouvait mettre le petit écran et le socle. Alors la machine, on la tient avec une poignée, à l'instar de celle-ci par exemple. Alors justement, pareil de ces machines, parce que je ne la connaissais pas. Alors celle-là, je suis resté bouche bée, parce qu'elle ressemble à un Apple IIc. Ça a la couleur encore une fois d'un Apple IIc, mais ce n'est pas un Apple IIc, c'est encore une fois un clone. C'est un clone toujours de Hong Kong, de la société Vidéo Technologie. Il s'appelle le VTech Laser 128. C'est un appareil qui a été sur le point de couler Apple aux États-Unis. Elle s'est littéralement arrachée. Je crois qu'il s'est vendu 2 fois plus de... Elle était moins chère déjà, donc forcément ça elle était 2 fois moins chère. Ouais. Elle était 2 fois moins chère que l'Apple IIc. Et elle était globalement meilleure que l'Apple IIc. Et donc ça, c'est une machine, encore une fois, très rare. Vous l'avez trouvée comment? Vous l'avez trouvée où, celle-là? Ça, je l'ai achetée aux États-Unis. Elle n'est pas rare aux États-Unis. Ouais. En Europe, elle est connue en Europe, elle n'est pas très connue, comme d'ailleurs d'autres modèles. Hein. Ouais. Et puis, évidemment, avant de rentrer dans l'ère du Mac, ce qui a précédé le Mac et qui a fait arriver, je dirais, l'interface graphique au sein d'Apple, c'est bien sûr une machine mythique de la gamme d'Apple. C'est le Lisa. Vous avez un exemplaire magnifique ici. Alors le Lisa, qui porte le nom de la fille de Steve Jobs, bien sûr, bien qu'il n'ait jamais reconnu que ce soit... Enfin, il a reconnu après que c'était bien effectivement un hommage à sa fille. Une machine étonnante, donc interface graphique, je l'ai dit, une souris, un clavier avec un pavé numérique et une interface graphique qui est très proche finalement de celle du Mac. Elle est entièrement modulaire, hein, cette machine. Alors c'est une machine, en même temps que je vais vous la présenter, je vais la démonter pour vous montrer à quel point elle est modulaire. Et c'est finalement aussi ce qui a conduit d'une certaine manière à sa disparition précoce, puisqu'elle n'a duré que 3 ans. Alors je vous aide à enlever le capot, je l'enlève, regardez, tout se retire. Voilà, je vais la poser ici, tranquillement. Et on pouvait enlever tous les éléments un par un. On sort tous les voilà composants. Le rack avec la carte mère qui se trouve ici, les cartes d'application et les cartes d'extension sur le côté. Donc tout pouvait se retirer. Alors je le pose avec délicatesse, hein, évidemment, parce que c'est quelque chose d'extrêmement rare et qui est en état de fonctionnement. À l'image de l'alimentation électrique, donc c'est une machine finalement qui est très modulaire, alors qu'elle est, je dirais, dans la même philosophie de design que le Macintosh. Le Macintosh, lui, à l'époque, était totalement fermé, donc c'était vraiment 2 visions différentes, Alain, à l'époque. Mais ce sont deux visions différentes dans la mesure où effectivement, là, on voit que les différents blocs sont démontables, ce qui permet donc à cette machine d'être facilement upgradable. C'est ce qui a aussi conduit à son problème final et à son flop quand même relatif. Retentissant, on peut dire. Retentissant parce que finalement, elle n'a duré que 4 ans. Et en 4 ans, il y a eu 4 versions. Donc cette machine ici est la version de base, c'est un véritable Lisa 1. Première génération, donc très rare. Voilà, très rare, mais qui a été upgradé avec un kit à l'aide d'un kit Mac XL en AS6 00300. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour essayer de doper un petit peu les ventes du Lisa, c'est freudien, Apple l'a rebaptisé Macintosh XL, hein, le king size, le grand format. Et ce qui était très bizarre, et qui était une des raisons du flop aussi du Lisa à sa sortie, c'est que le Mac, lui, était équipé du disque 3,5 pouces.
et lui était équipé du disque 5 pouces 1 quart, donc c'était déjà en retard. C'est justement ce qui paraît paradoxal, c'est que d'un côté, on a une machine à caractère industriel qui sort avec des disques souples de 5 pouces 1 quart. Et un disque dur, accessoirement. Ouais. Accessoirement, un disque dur. Ici, c'est un 5 mégaoctets. Ouais. Et de notre côté, nous avons un petit Mac qui sort déjà avec 3 pouces et demi. Un 3 pouces et demi. Alors, on voit sur la face avant que cette machine a été dotée en lieu et place des 2 lecteurs verticaux 5 pouces 1 quart, d'un lecteur 3 pouces 5. Et là, ça devient un vrai Macintosh, quelque part. Alors, c'est un vrai Macintosh. Il partage la paternité du nom. Et cette rupture aussi psychologique et technologique et de design avec le petit Mac 128K. Alors, d'où vient ce modèle? Il a été difficile à trouver, c'est une machine particulièrement... Alors, ce sont des machines que l'on trouve, mais le problème, c'est qu'il faut véritablement y mettre le prix. Par ailleurs, il est difficile de les trouver fonctionnels. Pour ce qui me concerne, j'ai été la chercher en Allemagne. Je l'ai acheté à un jeune étudiant et j'ai ramené... Vous ne voulez pas dire la somme, hein, c'est ça? Je ne me rappelle plus, ouais. Mais c'était de toute façon quand même significatif. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une machine qui coûte assez cher, hein, aujourd'hui. Un Lisa authentique, ce serait vendu 64 000 €. Un Lisa 2, ce serait vendu l'année dernière en France 34 000 €. Donc on va faire très attention quand on va reposer la carte mère tout à l'heure. Ce modèle-là pourrait atteindre entre 5 et 7 000 €. Oui, quand même. Donc c'est presque le prix d'un Mac Pro aujourd'hui. Et puis là, j'ai vraiment été stupéfait de ce que vous m'avez présenté juste après le Lisa, parce qu'il y a eu une machine concurrente du Lisa et c'est français. Un Lisa français. Quelle était donc cette machine? Alors c'est une machine assez extraordinaire. D'abord, elle a un design tout à fait révolutionnaire et véritablement intégrée. On voit qu'elle n'est pas plus grosse et même légèrement plus petite, plus compacte que le Lisa, alors qu'elle présente quand même un double lecteur de disquettes 5 pouces 1 quart. Elle est contemporaine du Lisa. Elle se distingue également par le fait qu'elle n'a pas de souris, mais par contre un immense clavier étendu dans lequel on va trouver sur la partie supérieure un nombre impressionnant de boutons de fonction. Oui, c'est-à-dire on pouvait tabouler, passer d'un menu à l'autre, c'était une interface graphique. Hein. Tout à fait. Alors, on a oublié de parler d'une chose sur le Lisa, regardez, c'est les petites fiches qui glissaient le long du clavier. Nous revenons sur l'aspect ergonomique. Ici, ce clavier est équipé d'un tiroir dans lequel on va pouvoir tirer des petites fiches en plastique qui permettent de donner les procédures d'utilisation. Et pour conclure, je dirais cette période pré-Mac, hein, et d'ailleurs on va tricher un petit peu parce que cette machine a été introduite après le lancement du Mac, Apple a à un moment donné essayé de relancer les ventes de l'Apple II, vous l'avez dit en préambule, l'Apple II a duré très longtemps, c'est l'une des machines de son époque qui a eu une longévité record, et elle a tenté de relancer l'Apple II avec une nouvelle version de l'Apple II, plus moderne, qui reprenait les standards en termes de processeurs de l'époque, machine 1632 bits, c'est la 2GS. La 2GS. Oui. Alors c'est une machine remarquable qui est véritablement plébiscitée par tous ses utilisateurs, même si elle n'a pas eu une diffusion extrêmement grande. Elle est arrivée un peu tard en fait. Elle est arrivée un peu tard. Donc c'était compatible avec les logiciels de l'Apple II, donc il fallait soit mettre des disques 3 pouces et demi, soit mettre des disques 5 pouces 1 quart, il y avait des lecteurs externes. Il était très bon pour le son, je me souviens, il y avait une carte son et des enceintes Bose de très grande qualité, mais par rapport aux ordinateurs, je dirais micro-ordinateurs, grand public de l'époque, les Atari et les Amiga, c'était beaucoup plus cher et c'est arrivé un peu tard. C'est arrivé un petit peu tard. Ouais. Et la ludothèque, c'est mais pas vraiment développée, elle était quand même bien équipée, elle avait 256 mégaoctets de mémoire, c'est une machine américaine, et vous remarquez qu'ici, elle possède un lecteur d'empreintes digitales, le premier que je connaisse. Bien avant Touch ID. Tout à fait. Ouais. Vous l'avez fait venir des États-Unis. Tout à fait, oui. Très bien. Alors, on a vu une sélection, un florilège de vos plus belles pièces de machines de bureau, hein, pré-Mac, place à présent au Mac avec vos plus belles machines estampillées Mac. Alain, place à présent à votre collection de Mac, en tout cas les plus belles pièces que vous avez sélectionnées par vous, et on commence bien sûr par
les premières versions du Macintosh, le Macintosh 128 qui est complètement sur votre gauche. Quelques mots, hein, c'est certainement l'une des machines les plus recherchées sur le marché de la collection quand on parle du Mac aujourd'hui. Hein. Tout à fait, c'est une machine par ailleurs qui est rare à trouver et donc chère. C'est-à-dire cher, grosso modo. Allez. Peut-être 400 €, mais peut-être plus aussi. Ah, quand même, d'accord. Je pense qu'elle peut faire 400 €. Oui. Donc, le Mac original de 1984, tout en un, donc tout à fait différent du Lisa qu'on a vu tout à l'heure, plus compact, 3,5 pouces, pas de disque dur à l'époque, et c'est une machine qui va n'avoir de cesse d'évoluer. Tout à fait, elle va quand même constituer 15 modèles entre le premier 128K et le Performa 200. Qui est ici, à droite. Qui est ici. Donc ici, nous sommes en 84, ici, nous sommes en 93. Et bien sûr, nous allons ouvrir avec le Performa 200 l'ère d'une nouvelle famille, qui est la famille Performa, riche de 80 modèles. Oui, et Performa, c'est, je dirais, la gamme low-cost grand public d'Apple. C'est la gamme grand public, alors que le Power Mac est la gamme plutôt professionnelle. Donc il s'est passé 11 ans entre le premier Mac original et le dernier. Oui. À l'époque, le Mac original, c'était un peu la Rolls des ordinateurs. Tout à fait. Et le Performa 200, c'était un peu la machine low-cost d'Apple, un peu la 2 chevaux des ordinateurs à l'époque. À 11 ans, il a gardé le même moniteur. Il y a eu bien sûr des changements esthétiques avec évidemment quelques petites révisions. Il a conservé la même plastique, la même architecture. Les souris qui ont évolué, le clavier qui a évolué, bien sûr. Il y a le Macintosh Plus qui est arrivé entre-temps. Et puis surtout la grève d'un disque dur. Et bien sûr, la grève d'un disque dur. Et puis en capacité d'extension, eh bien, on va trouver par exemple ce Radius, qui est une pièce relativement rare, dans la mesure où elle possède 3 cartes possédant chacune un processeur de 16 MHz. Donc, parmi les 4 modèles que vous avez sélectionnés, donc vous avez sélectionné le premier modèle qui est le 128, le Performa, parce qu'effectivement il ferme le cycle, c'est presque 11 années d'évolution. Vous avez fait un premier choix, donc c'est le Radius, parce que c'est une machine qui, très rapidement, c'est en quelle année ça? En 87, 88, même peut-être 86? Oui, à peu près, oui, tout à fait. Proposer 3 processeurs dans un ordinateur, donc c'était assez... C'était phénoménal. Dans une toute petite machine comme celle-là, même si on pouvait brancher après des cartes d'extension et brancher par exemple un écran externe. Et puis l'autre machine que vous avez sélectionnée, c'est un 512K ED pour Education. Ouais. Donc on sait très bien que d'entrée de jeu, avec cette gamme des 128, mais surtout à partir du 512, Apple va faire un effort considérable en direction du monde de l'éducation. Et nous avons là une machine qui est une machine belge et qui n'a rien de différent par rapport à un Mac 512K. Simplement, elle est frappée du logo ED pour bien indiquer que c'est une machine du monde de l'éducation et qu'on ne soit pas tenté de l'emprunter. Alors, ce qui est amusant, c'est de terminer sur la gamme des Performa parce que c'est un moment important, un moment un peu triste pour Apple parce que la qualité de fabrication n'était plus forcément au rendez-vous puisqu'Apple a privilégié la quantité et la qualité. C'est là qu'Apple est arrivé dans les grandes surfaces, dans les grands magasins et c'était des années plutôt sombres. Et bizarrement, c'est des machines qui sont pas très populaires dans l'esprit des utilisateurs et des fans de Mac, mais qu'aujourd'hui qui sont très recherchés à l'image du Performa 200 ou d'autres gammes de machines de Performa que vous avez été chercher. Ce sont des machines qui ont été tellement diffusées que les gens n'y ont pas porté attention et qu'elles ont fini à la ferraille et elles sont aujourd'hui, par exemple ici, juste derrière, j'ai un Performa 630 qui était véritablement le cheval de bataille de Apple. Là, nous avons 2 machines qui sont finalement très rare. Donc ça c'est le modèle... Alors ça c'est le modèle 635, qui est le modèle qui était vendu chez Walmart, donc une grande chaîne de magasins celle-là vous l'avez été la chercher ça donc ça vient des États-Unis, et ce 630 là vient d'Allemagne. Donc ça c'était le haut de gamme des... Voilà, ça c'était vraiment le cheval de bataille en gamme grand public. Et évidemment, vous voyez, le design était assez basique, ça ressemblait à un PC, c'était beige. Ça n'a pas plutôt, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au jaune, on le comprend bien, ça n'a pas très bien vieilli. Évidemment, c'est des machines qui prennent de la valeur. Et de plus, nous sommes passés d'une architecture qui était une architecture SCSI, donc une architecture professionnelle, à une architecture IDE, qui est une architecture parallèle. Alors, on va avancer un petit peu avant d'arriver à cette machine qui est exceptionnelle, mais une autre Performa qui vous a fait beaucoup voyager et visiter pas mal de pays, c'est un modèle que vous avez été chercher en Australie. Oui. Donc il vous a coûté plutôt cher. Tout à fait. Et parlez-nous de ce Performa-là, qui est aussi un Performa qui a été en apparence vendu à des milliers d'exemplaires,
qui est donc le Directors Edition. Alors le Director Edition, nous avons là 2 Director Edition, donc Mac Performance 5400 180. Ouais. C'est une déclinaison qu'on va trouver également en 200 MHz, en blanc et en noir, ce qui se trouve là-bas au fond. Celle-ci est particulière parce que... Vous les avez tous, les Performa, quasiment. J'en ai 60 sur 80. Ouais. Oui. Donc, c'est surtout ce qui est difficile à trouver, ça va être ces machines, peut-être sur le marché sud-américain. Donc, j'ai identifié les références, mais je ne les ai pas trouvées. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que nous avons un petit logo, très joli d'ailleurs, Director Edition, PowerPC, avec une chaise de réalisateur. Et Voilà. vous avez fait combien de kilomètres pour aller le chercher, celui-là? Eh bien, celle-ci vient exactement de Port-Stéphane, qui se trouve à environ 200 km au nord-est de Sydney. Ouais. Voilà, donc nous sommes allés avec mon épouse. Nous avons monté un voyage touristique et nous en avons profité pour ramener cette machine qui basiquement coûtait cher, qui a coûté cher en termes de transfert de fonds, parce qu'il n'y a pas de système de transfert, il n'y avait pas à l'époque de système de transfert de fonds, donc ça a coûté cher. Et la mauvaise surprise à l'aéroport de Sydney, ça a été de nous entendre dire que nous avions 800 € de surcharge. On retourne, si vous voulez bien, sur le côté gauche et on va s'arrêter à une machine iconique de la fin des années, du milieu des années 90, puisqu'elle célèbre un anniversaire particulier. C'est le Spartacus. Parlez-nous de ces machines, Alain. Eh bien, donc, c'est la machine qui s'appelle TAM, 20th Anniversary Macintosh, d'accord. Alias Spartacus. Alias Spartacus. Donc, c'est une machine qui a été produite à 10 000 exemplaires. Elle était vendue environ l'équivalent aujourd'hui de 15 000 €. Et rapidement, c'est une machine qui ne s'est pas vendue, oui, sans malgré évidemment son design extraordinaire, sa qualité de fabrication, le luxe de ses matériaux, l'originalité de son architecture, la qualité de son écran, la qualité extraordinaire de son enceinte Bose qui contient l'alimentation. Ouais, c'est une grosse question de base, c'est ces enceintes sur le côté. C'est une machine qui finalement s'est écoulée pour l'équivalent de 2500 €. Donc nous sommes partis de 15 000 €, équivalent bien sûr, pour finir à 2500 €. On est quoi? On a vraiment la préfiguration de l'iMac d'aujourd'hui, mais presque 15 ans à l'avance, quoi. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes en 97. Vous le dites depuis le début de l'émission, c'est des machines qui sont dans leur état, mais qui fonctionnent. Et on peut l'allumer, par exemple, ce modèle-là? Oui, bien sûr. On va la faire démarrer, bien sûr. Donc là, on retrouve déjà... Autant que faire se peut, on essaye de faire en sorte que ça fonctionne. Et on retrouve donc une machine avec un écran plat. Hein, c'est vraiment un saut... énorme en matière de concept, puisque c'est pour l'époque c'était vraiment révolutionnaire. Le trackpad qui était amovible avec le cuir ici, hein, des machines qui étaient vraiment individuelles. Le lecteur de CD-ROM qui était aussi une nouveauté mais en position verticale. Donc c'était vraiment une belle bête. Et une qualité de son extraordinaire. Ouais, on voit le lecteur de CD. Et vraiment pour l'époque. Et puis il y avait aussi un tuner TV, je crois, pour regarder la télé. Oui, et donc il y avait une télécommande. Il y avait bien sûr une télécommande et par ailleurs la possibilité d'adjoindre une carte réseau et un modem. Ouais. Donc c'est une machine qui coûtait très cher, mais elle était déjà un petit peu en retard par rapport au marché au niveau des specs. Hein. Mais elle était au rendez-vous. Elle a quand même été au rendez-vous techniquement de l'Internet. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et tout en une, vraiment le design. Et c'est l'une des premières machines de l'histoire d'Apple à avoir été dessinée, on verra tout à l'heure aussi pour le Newton, par Johnny Ive. Il s'est fait plaisir. Moi, j'imaginais bien qu'en dessinant celle-ci, les 630 ou même les Performa au-dessus, c'était pas vraiment les designers qui avaient le pouvoir, mais plutôt les ingénieurs ou les gens du marketing. On pourrait imaginer que donc c'est l'accomplissement d'une collection, que c'est vraiment le rêve de tout collectionneur de la posséder, mais c'est pas celle-là votre machine préférée. Bizarrement, c'est celle qui est à côté. Et là, je suis vraiment resté stupéfait de la découverte, parce que vraiment pour me coller en matière de Mac, il faut y aller quand même. Celle-là, je ne la connaissais pas, cette machine. Rapprochez-vous, Alain, et racontez-nous l'histoire de cette machine. Eh bien là, nous avons affaire à une machine que je ne connaissais pas. 98, qui s'appelle AIO pour All-in-One, tout en un. C'est une machine assez extraordinaire, parce que d'abord, elle a un design un petit peu particulier, une qualité de fabrication formidable, et elle était destinée au monde de l'éducation nord-américain, c'est-à-dire États-Unis et Canada.
Elle présentait la particularité de posséder tout ce que l'on pouvait espérer de mieux dans le domaine du stockage et du son, à savoir un lecteur de disquette 3 pouces 5, un lecteur zip et un lecteur de CD-ROM. Alors pour ceux qui n'étaient pas nés à ces époques-là, le zip c'était une sorte de super disquette pour laquelle on pouvait stocker plusieurs... c'est quoi, c'est 400 mégas à l'époque, quelque chose comme ça, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, ça a démarré à 120. À 120 mégas. Oui, ouais. ça a démarré à 120. Voilà, et ça a dû se terminer aux alentours de 400. Et surtout une machine qui est importante puisqu'elle a préparé l'arrivée d'une machine qui va vraiment changer la face d'Apple. D'abord, entre-temps, entre celui-là et celui-là, il y a un certain Steve Jobs qui est revenu aux commandes. Il a ciblé véritablement les attentes des consommateurs et vous insistez sur ce point, vous avez raison Alain, une des attentes principales et un marché vital pour Apple, c'est le marché de l'éducation. Donc la première chose qu'il a fait, c'est sorti une machine taillée sur mesure, vraiment avec tous les composants qu'il fallait, une machine increvable, hein, elle marche nickel, celle-là aussi on l'a fait tourner. Formidable, ah oui, ça c'est une machine... Et puis dedans il y a un G3, donc c'était vraiment le processeur qui manquait peut-être à celui-là, le Spartacus qui est à côté, qui était vraiment la dernière génération de machine. Et là nous sommes donc sur le premier processeur en 233, le premier processeur G3, que l'on va retrouver bien sûr sur l'iMac, d'entrée de gamme, qui est le Bondi Blue en 233. Voilà. Plus que peut-être le Spartacus qui a précédé l'iMac, mais qui était un petit peu son papa, c'est celle-là qui a préparé l'arrivée du G3. Surtout que si vous regardez sur le dessus de la machine, il y a, alors vraiment j'ai découvert ça, il y a un dessus alvéolé translucide, donc on sent que Jony Ive a testé vraiment les composants, c'est préparé. Vous avez une pomme sur le côté qui est également translucide et qui a vraiment arrivé à préparer l'époque moderne du design d'Apple, 97-98 avec l'arrivée des iMac G3 et notamment le Bondi Blue. Et pour une fois, vous l'avez souligné, Olivier, on voit que Apple a pris la mesure du dégagement thermique des circuits électroniques, car ça c'est véritablement une machine qu'on peut laisser tourner pendant des heures sans aucun problème, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres modèles d'Apple. C'est une machine pour l'éducation, rappelons-la, donc elle a été évolutive, et puis donc ils ont maîtrisé, ils ont testé, et ils ont décliné une version plus grand public, quelque part, qui est la machine qui va vraiment changer l'histoire d'Apple. Oui. Je dirais le vrai deuxième Mac qui a marqué l'histoire d'Apple, c'est l'iMac G3, l'iMac Bondi Blue, avec sa couleur bleu acidulé qui rappelle la mer et la plage célèbre de Sydney. Là, nous sommes sur une machine d'entrée de gamme. Grand public qui va rentrer dans les foyers et qui va s'intégrer par son design extraordinaire, qui va s'intégrer dans tous les foyers. Oui, c'est-à-dire la volonté, c'était de rassurer autour de l'usage de l'informatique. Ça faisait peur avec tous ces câbles. Il n'y a qu'un seul câble, quasiment, c'est le câble d'alimentation, le câble pour Internet. Ces petites souris, regardez, elle n'était pas très ergonomique, mais c'est un vrai petit bonbon à mâchouiller, c'est extraordinaire. Alors il y a aussi une autre particularité, c'est que le lecteur de disquette disparaît au profit. C'était un scandale à l'époque. Voilà, au profit du lecteur de CD-ROM. Voilà. Alors à l'époque c'était une trappe. Bon. Steve Bisquet voulait absolument un manche-disque, mais le marché n'était pas prêt pour cela. Ça arrivera plus tard, vous verrez. Mais c'était vraiment une belle machine. Et puis surtout, on a oublié une chose, Alain, c'est que c'est la première machine qui abandonne la connectique historique AppleTalk, ADB d'Apple, passer à l'USB. L'USB, si c'est développé, c'est grâce à cette machine et c'est généralisé après sur les PC. C'est vraiment une machine qui est vraiment rentrée dans les foyers, peut-être la vraie première machine grand public au sens que voilà, on l'achète pour son design. Et il s'est vendu, je ne vais pas dire de bêtises, mais 6 millions, je crois, 6 millions d'exemplaires d'iMac en l'espace de quoi 98, 2000, 2003, hein, 5 ans. 5 ans. C'est vraiment la machine qui a sauvé Apple de la faillite. Et donc les designers se sont donnés à cœur joie parce qu'ils avaient carte blanche. Et on a choisi celle-là, qui était une déclinaison. Vous la voyez de la face arrière et elle est aussi belle de derrière que de devant. Ça, c'est la version, comment vous l'appelez ? Ça, c'est la version Flower. C'est une révision B. Voilà. D, pardon. Et le petit détail qu'on peut montrer sur la face avant, je le tourne, vous voyez, les choses ont évolué sur la face avant. Et le fameux manche-disque que voulait absolument Steve Jobs est arrivé entre-temps sur la face avant et plus de tiroir, donc c'était un peu comme un petit autoradio. Alors, on ne pouvait pas parler, alors c'est plus un hommage, parce que moi c'est ma machine chouchou, de cette période-là, le début des années 2000 et le renouveau d'Apple avec Steve Jobs, le design et carte blanche de Jony Ive, sans parler du Cube. Le Power Mac Cube G4 qui est une machine ultra compacte, alors en termes de design c'est une vraie merveille, très compacte, l'alimentation est externe, ce qui explique qu'il soit si compact. C'est aussi une machine particulière dans l'esprit des collectionneurs. C'est une machine particulière parce que c'est une machine qui rappelle aussi le parcours de Steve Jobs. Et l'on sait que la première machine qu'a fait Steve Jobs lorsqu'il a quitté Apple et qu'il a monté la société Next, ça a été justement de faire un cube.
bien qu'à l'époque ce cube-là ait été plus gros, mais on peut dire que celui-ci reprend absolument les principes du cube de chez Next. Voilà, c'est une machine relativement rare, on en trouve assez facilement, mais rare puisque finalement elle a été commercialisée très peu de temps, cette machine. Et aussi, il est relativement difficile de la trouver en bon état parce que ce sont des machines qui souffrent, encore une fois, d'une mauvaise ventilation et qui ont tendance à fondre. Qui ont tendance à fondre. Ouais, ouais. Et puis on ne peut pas terminer donc le cube, on pensait au Next, et puis l'avenir, la phase moderne, entre guillemets, d'Apple, c'est bien sûr l'arrivée de macOS 10. macOS 10 qui a été rendu possible par le rachat de Next et de Nextstep, les systèmes d'exploitation. Next qui était l'autre grande société qui a été créée par Apple, par Steve Jobs, qui lui a permis de revenir au sein d'Apple, reprendre le pouvoir, et vous connaissez la suite. C'est quand même une machine iconique dans l'esprit de beaucoup de collectionneurs. Pourquoi ? Tout à fait. Parce que c'est le prémisse du web, notamment. Ah, tout à fait, oui, puisque c'est Tim Berners-Lee, voilà, exactement, qui a développé le World Wide Web et le premier navigateur sur une machine comme celle-là. Oui, tout à fait. Donc, c'est une machine qui a vraiment marqué l'histoire, même si sa durée de vie était très courte. On a choisi maintenant de passer à autre chose. On va parler des ordinateurs portables, et c'est tout de suite dans ce prochain chapitre. Après les ordinateurs de bureau, bien sûr, les Mac portables, et une machine iconique, une fierté de votre collection, c'est bien sûr la première version d'un Mac portable. On a attendu très longtemps. 1989. Ouais, donc il a fallu attendre près de 5 ans pour apparaître la première machine portable, plus qu'un portable. C'est plutôt un transportable, puisque tel qu'il est là, nu, il pèse 8,2 kg. Ah oui, donc c'est quand même une belle bête. Par contre, c'est effectivement un bel engin qui présente un clavier étendu avec un pavé numérique. Donc c'est un vrai clavier de Mac, tout à fait. Très proche du Mac 2 de l'époque. Il a un écran à matrice active. Non rétroéclairé. Non rétroéclairé. Mais une particularité, c'est qu'il était intégralement modulable. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la présentation par Jean-Louis Gasset, qui était le papa de cette machine et le vice-président d'Apple à l'époque. Il l'avait carrément monté pendant le temps de la keynote à l'époque. Tout à fait. Il l'avait construit. Et une particularité, donc, c'est qu'on peut retirer la carrosserie très facilement avec 2 petits embouts et retirer le pavé numérique, si je ne me trompe pas, par un trackball. Et ils avaient poussé le vice jusqu'à la possibilité d'inverser, de mettre à gauche le clavier et à droite pour les gauchers. Donc ça allait loin dans la techno, dans la personnalisation. Donc c'est une belle bête qu'on peut voir avec un. Alors elle possède. Avec un petit. Allez-y, soulevez-la pour voir. Et on peut faire un peu de gymnastique avec ça. Ouais, c'est de la gymnastique. Mais comme vous dites, c'est un transportable. C'est un transportable. Donc on accédait intégralement aux composants, donc c'était une machine très modulaire et on pouvait faire évoluer, ce qui était assez étonnant pour un portable. Bon, c'était une belle bête, vous l'aurez compris. Et là on peut découvrir les composants. Donc nous avons le lecteur de disquette à la base, 3 pouces 50 sous, un disque dur de 40 Go, et ici nous avons donc la batterie. Et là vous avez effectivement une belle bête, et regardez la taille de la batterie, au plomb. Ce n'est pas une machine excessivement rare. Elle est quand même bien sûr à ses côtés. Ouais. Et on va dire que les prix démarrent aux alentours de 600 €. Ouais, pour une machine comme celle-là qui fonctionne. Alors pour une machine qui fonctionne, on va dire que quand les gens n'annoncent rien, c'est qu'elle ne fonctionne pas, et on est plutôt dans les 600 €. Et une machine qui fonctionne, je pense qu'un prix raisonnable me semble 1 000 €. 1 000 € pour un, d'accord. Alors on va passer tout de suite à la suite, qui a constitué une machine également mythique de votre collection, et qui est véritablement le vrai ordinateur portable d'Apple. Il a fallu attendre 1991. 2 ans plus tard, 91. C'est un mini Macintosh portable, puisqu'on retrouve les mêmes capacités, un processeur de 16 mégas. Simplement, il est devenu plus compact. Oui, il a une matrice passive. Et par ailleurs, son poids n'est plus que de 2,5 kg. Donc on voit les efforts qu'a fait Apple. Ils étaient très en retard par rapport au monde PC entre 1989 et 1991. Entre-temps est arrivé donc les fameux PowerBook, qui étaient les ancêtres des MacBook Pro, et puis l'intégration d'un trackball. Pour pouvoir arriver à ce niveau de miniaturisation et cet effort considérable, Apple s'était tourné vers une grande marque japonaise, je crois, Alain. Si je ne me trompe pas, c'est bien Sony. Oui, c'était Sony, effectivement, qui était devenu expert dans ce domaine, notamment avec les caméras. Et vous voyez, elle est extrêmement fine, cette machine, par rapport à celle d'à côté. Mais effectivement, il n'y avait pas de lecteur disquette. Il y avait juste un disque dur.
le lecteur disquette était externe. Et donc ça, c'est une machine plutôt rare sur le marché aujourd'hui pour le collectionneur. C'est une machine qui est, je ne vais pas dire qu'elle est rare, elle est surtout très demandée. Oui. Donc c'est difficile d'estimer son prix si elle est fonctionnelle. Celle-ci est fonctionnelle. Ouais. Et là, on a ces petits frères et cousins qui sont sortis en même temps. Sortis en même temps, le 140 et le 170, qui sont sortis en même temps. Le 140 a le même processeur de 16 mégas, mais par contre, il possède un lecteur de disquette. Voilà, il est donc légèrement plus évolué. Plus épais. Et évidemment, on avait ça à l'achat, il était bien sûr beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher, mais un peu plus lourd. Voilà. Et le 170 qui lui avait un processeur le haut de gamme de l'époque. De 25 mégas. Vous avez choisi d'aller vers autre chose, vers une autre famille qui est apparue très rapidement, c'est les duos. Quelle était un peu la philosophie des duos? En 2012, il s'agit d'une machine extrêmement légère, avec une batterie intégrée, et qui présente surtout l'avantage de elle pouvoir... est beaucoup plus fine, sans la comparer elle est très fine, elle est très légère. Regardez les deux différences, c'est des machines qui sont de la même génération, regardez les différences d'épaisseur. On comprend effectivement qu'elle est carrément... il y a une énorme différence. En termes de poids, croyez-moi, on sent vraiment la différence. Mais nous sommes déjà en 25 MHz ici, sur l'entrée de gamme. Il y a eu 4 modèles, et chacun des modèles pouvait aller sur un dock que l'on avait à domicile ou au bureau. Une station de travail, en fait. Une station de travail. Une station d'accueil. Laquelle qui va servir à charger la batterie et qui va interfacer tout ce que l'on peut espérer de mieux, c'est-à-dire d'une part un écran confortable et puis tous les périphériques possibles, c'est-à-dire les accessoires d'abord, clavier, souris, scanner, imprimante, etc. C'est-à-dire qu'on n'avait pas à choisir entre un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, on avait le meilleur des deux mondes. Il y avait en plus une carte vidéo intégrée, donc on avait un bel écran couleur, alors qu'à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur portable couleur. On avait l'accès au réseau, il y avait toutes les cartes qui sont derrière. Disque dur. Disque dur intégré également pour aller au-delà de la capacité de stockage du disque dur portable. Et du coup, on a allégé considérablement la version portable de l'ordinateur. Et moi, ce que j'adorais à l'époque, c'était qu'on appuyait sur un petit bouton ici et le disque dur s'éjectait. Lorsque la station était alimentée. Comme un tiroir de CD-ROM. On continue notre inventaire à l'après-vert, regardez, avec des machines un peu plus récentes. Et vous avez choisi celle-là, je crois, parce que c'est une des premières machines, sans me tromper, Alain, qui intègre non seulement la couleur, mais aussi le fameux trackpad qu'on retrouve encore aujourd'hui. Oui, donc c'est le 500, la série 500, qui va être décliné en 2400, en 1400 et en 5300. Et on voit de génération en génération par la suite que l'écran à matrice passive est passé à matrice active, et puis les écrans ont grandi de génération en génération. On a gagné en puissance de génération également. Alors là, c'est les deux derniers que vous avez sélectionnés de l'ère, je dirais, avant le retour de Steve Jobs. Vous allez voir qu'il y avoir une vraie transition, et les deux machines sont vraiment différentes de la philosophie d'Apple. Là, il y avait vraiment des références dans tous les sens, c'était difficile de s'y retrouver à l'époque. Pourquoi ces deux machines spécifiquement? Par exemple, celle-ci et celle-là. Alors, c'était des machines très haut de gamme, celles-là. Ce sont des machines haut de gamme qui sont quand même puissantes, puisqu'on a un processeur de 180 MHz. Nous sommes quand même en 95. Donc, évidemment, par rapport à la première génération de 91, il s'est passé 4 ans, mais on voit que nous sommes passés de 16 à 180, c'est-à-dire 10 fois la puissance, ce qui est absolument considérable. Ce sont des machines confortables, modernes, avec un trackpad, effectivement. Donc, il n'y a plus de mécanique, car c'est vrai que le trackpad était pratique pour celui qui l'utilisait pour la première fois. Il avait tendance à s'encrasser et le mouvement n'était pas fluide. Et celle-ci était la dernière génération, la dernière évolution est équipée du processeur moderne qui va vraiment équiper et qui va redonner un boost à la gamme Apple, c'est le G3. Qui va permettre notamment de lancer plus tard l'iMac qu'on a vu précédemment. Et là, vous allez vraiment voir une différence. J'ai un choc en termes de philosophie, de design de machine. Regardez, c'est cette machine qui moi, est mon chouchou, parce que c'était l'une de mes premières portables quand j'étais étudiant, il y a très longtemps. Regardez le Wall Street en 233 MHz. C'est là qu'apparaît pour la première fois, alors que les autres avaient toutes petites pommes colorées. D'abord, on vire les couleurs. Steve Jobs est revenu et a viré l'arc-en-ciel. Elles n'étaient pas encore rétroéclairées à l'époque.
et elle s'ouvrait comme ça. On regardait la taille de l'écran pour l'époque. C'était un beau 13 pouces, je crois, à l'époque, celui-ci. Oui, certainement. G3, très important, et une machine très... C'est un 14 pouces,1. 14,1. Une machine très modulable, et moi, ce que j'adorais à l'époque, alors c'est qu'elle était entièrement... On pouvait la faire évoluer dans tous les sens. Par exemple, ici, il y avait un lecteur de CD-ROM. Vous aviez une petite languette, vous tiriez ici, et on pouvait éjecter le CD-ROM, ici, voilà, tout simplement. Et on pouvait mettre, par exemple, ici, un lecteur de disquette, ou un lecteur de zip, ou un lecteur de DVD, qui est arrivé par la suite. Et ici également, regardez, l'évolutivité avait vraiment été poussée à l'extrême. Donc ça, c'est une batterie, donc on aurait pu la remplacer par une autre, si vous étiez à court de batterie, voire carrément, regardez, c'était réversible, c'est vraiment bien pensé. On pouvait en mettre deux. Et on avait une batterie, on avait la machine autonomie. Avec une autonomie record pour l'époque. Donc ça vraiment, ça a été une rupture. La puissance avec le G3 qu'on avait déjà là, mais le design de retour, l'évolutivité. Et puis surtout, on avait auparavant dans la gamme Apple peut-être 5, 6 références, 7 voire 8 références de portable. Steve est arrivé et il a dit ben non, un seul modèle, c'est celui-ci, le Wall Street. Puis il avait de la gueule, regardez, on l'appelait le Batman parce qu'avec son côté noir mat, ça rappelait un petit peu le nouveau Batman qui était arrivé de l'époque de Tim Burton. L'arrivée de l'iBook, donc la même... En 99, ouais. C'est le clamshell. Une machine vraiment translucide, dans l'esprit de l'iMac. La pas lourde. L'iMac en tout à fait. Alors aujourd'hui, cette machine, on en trouve encore, que ce soit des Wall Street ou des... Ce sont des machines qui se sont révélées, de mon point de vue, assez fragiles. Ouais. On en trouve, mais malheureusement, souvent en piteux état et peu fonctionnelles. Voilà, et regardez, il y avait même la petite je vais y arriver, poignée pour pouvoir le transporter. Et c'était vraiment une machine, d'ailleurs la pub s'appelait un iMac, un emporté à l'époque, à amener partout. Et c'était vraiment une machine pour l'éducation très solide, qui pouvait résister beaucoup voilà, il n'y avait pas besoin de housse ni de sac pour le transporter en théorie. Et c'est une machine basique, mais qui était vraiment extrême en termes de design. Par la suite, les machines ont commencé à être beaucoup plus sobres, ce qui était un peu dommage. Voilà un beau tour d'horizon des ordinateurs portables d'Apple, du premier Macintosh portable jusqu'à l'iBook. Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse aux machines ultra nomades. Là, on a découvert ensemble l'aventure, la famille PowerBook qui a conduit aujourd'hui au MacBook Pro. Entre-temps, il y avait un autre ancêtre, c'est l'ultra-mobilité, l'ancêtre de ça, à savoir l'iPhone que j'ai là, qui me sert de chrono. C'est ça, c'est l'iPad que je raconte, c'est le Newton, qui est aussi l'ancêtre de l'iPad du coup. En fait, la toute première version, vous l'avez là, elle est ici. C'est le message Pad 100. Est-ce que vous nous en dire quelques mots, sa philosophie? Déjà un écran tactile, oui, mais avec un stylet. Très réactif. Oui. On va voir ici le démarrage de la machine. Oui, c'est immédiat. Voilà, c'est immédiat. Et on supporte un OS qui va permettre une grande première à l'époque, qui est l'écriture directe et la reconnaissance de caractère. C'était vraiment innovant, parce qu'il faut le rappeler qu'on était au début des années 90 avec le Newton. Tout à fait. Et c'est le premier PDA, le premier personnel digital assistant. C'est le premier PDA. Il est excessivement évolutif, puisqu'on peut inclure une carte PCM-CIA, qui sera par exemple une carte réseau, ou une carte modem, ou une extension de mémoire, ou même des programmes. Et je vois ici un port infrarouge, il y a donc un port PCM-CIA, donc il y a une possibilité de le faire évoluer dans tous les sens. Et bien sûr, donc ce qui est extrêmement pratique, c'est qu'une fois revenu à la maison, on peut brancher un petit clavier sur le côté. Et brancher le clavier et saisir à la main au clavier, je dirais, le texte que l'on avait. Comme aujourd'hui avec un iPad, tout à fait. Avec un clavier mécanique. Donc, tout à fait. Apple l'avait déjà fait au début des années 90. Donc c'est une machine qui a évolué au cours du temps. Et cette famille a été déclinée en 4 modèles. Ici, nous avons le premier qui est le modèle 100. Il a été décliné en 110. Qui est là. Il a un form factor qui est sensiblement équivalent. Je vais vous le rendre. Mais il n'y a pas de différence fondamentale. Là, c'est à peu près la même chose avec le 120. Alors, le 120, oui, bien sûr, sauf qu'il y a une finition qui est tout à fait différente. Mais globalement, c'est la même chose. On retrouve le même type de stylet sur le côté. Voilà, et on retrouve les mêmes fonctionnalités. Il y a eu combien de modèles de Newton qui ont été déclinés ? Il y a eu 4 modèles de Newton. Donc ça, c'est la dernière version de Newton, qui est le 2000. Et ensuite, on évolue vers une version à destination de l'éducation nationale, donc principalement nord-américaine.
Et c'est un engin qui est communicant, il reprend exactement les mêmes caractéristiques que le Newton, mais avec une ergonomie adaptée à l'enseignement. Avec un clavier intégré, du PCMCIA sur le côté, une autonomie à l'époque assez remarquable. Importante, oui, je crois que c'était de l'ordre de 20 heures sur pile. Et on retrouve un peu la philosophie qu'on a vue tout à l'heure sur les Macintosh de l'iBook. Et voilà. On a un petit cartable. Vous les avez presque tous. Hein. Je les ai là, effectivement, presque tous, mais ceci étant dit, j'ai 71 accessoires en boîte. Ouais. Je ne sais pas combien il y en a eu, mais je pense que je suis quasiment embuté sur les accessoires. Ouais, là, vous pouvez dire je les ai tous. Je les ai presque tous. Alors, ce qui était intéressant à l'époque, c'est qu'Apple était vraiment à l'opposé de ce que propose la marque aujourd'hui. Ils avaient décidé d'ouvrir le Newton à d'autres marques, de licencier le Newton. Tout à fait. Et vous avez également les déclinaisons de ces Newtons-là. Le Newton a été véritablement très décliné. Principalement aux États-Unis avec une marque qui s'appelle Océan Tarpon, mais on le trouve aussi en France avec la marque Schlumberger et le fameux Watson. Donc il y avait un Newton français. Il y avait un Newton français qui était le Watson, très difficile à trouver. Ouais. Je n'ai jamais réussi à avoir un Watson, c'est très difficile à trouver. Il était à l'usage des médecins. On va trouver ici 2 déclinaisons de Sharp, et qui sont d'ailleurs toujours marquées Newton. Je pense que c'était dans la convention de licence. Et ce qui est intéressant sur votre modèle, c'est qu'il y a toujours le cellophane sur l'écran, donc il n'a jamais été utilisé. Non, il est tout neuf, j'ai même la boîte, bien sûr. Oui, et vous les avez tous, et les documentations, bien sûr. Ouais. Hein? Et donc là, on retrouve le stylet sur le côté, et c'est donc la déclinaison japonaise, j'imagine, de l'engin. Tout à fait, et c'est un Sharp, et on retrouve aussi le système de volet et de protection, qui est très utile sur des machines qui sont quand même relativement fragiles au niveau des écrans. Ouais. C'est un engin qui a été arrêté au début à la fin des années 90 au retour de Steve Jobs, mais qui a permis finalement le renouveau d'Apple des années plus tard avec l'iPhone et l'iPad. Et à la croisée des chemins entre l'iPhone et l'iPad, vous avez, je crois, une pièce très très rare sur le marché. Et c'est une autre déclinaison de... Tout à fait. Alors nous avons ici le Siemens. Le Siemens Notebook. Alors, il s'appelait le Notephone, hein, c'est ça ? Le Notephone, oui, tout à fait. Alors, il permettait d'être utilisé comme un téléphone standard. On pouvait appeler un numéro, d'accord ? Qui était branché sur la ligne téléphonique. Qui était branché sur la ligne téléphonique, d'accord ? Et ensuite, si la personne, le médecin, voulait partir... Oui, c'était vraiment taillé pour les professions médicales à l'époque. Tout à fait. Il pouvait soit partir avec l'engin tel quel, qui était devenu autonome. Donc il est un peu plus large que le Newton normal. Hein, tout à fait, oui, vous voyez. Donc il y a ici une partie qui est une partie modem. Et en cours de déplacement, il pouvait, dans un hôtel, par exemple, se brancher sur un modem et pouvoir communiquer. Mais aussi, il pouvait utiliser son Newton tel quel. Et là, on retombe sur le 100. On retourne le form factor du... Pardon, c'est celui-ci. C'est celui-là, autant pour moi. On retrouve le form factor du modèle original. Tout à fait. Mais avec une finition qui est une finition plastique. Alors, ce qui est intéressant, Alain, avec la série des Newton, c'est qu'on voit qu'Apple a essayé d'inventer quelque chose, un nouveau marché, innové, mais ça n'a pas toujours été le cas dans les années 90. Ils ont été sur des nouveaux marchés émergents tout de suite, ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui, notamment le marché de l'appareil photo numérique qui était balbutiant, en sortant le QuickTake. Vous pouvez nous le montrer ? Oui, alors voilà, donc la première version des QuickTake de chez Apple, qui est une copie, pas dans la forme et dans la mécanique, d'un modèle qui est le modèle Kodak DC40 que vous avez sur le côté. Ouais. Donc on voit bien que là, ils n'ont rien inventé, ils ont simplement repris un design existant chez Kodak. Ils ont juste recarrossé et mis le logo Apple à l'époque. Et mis le logo Apple que l'on voit ici, bien sûr. Ouais. Et encore une fois, voilà, ça c'était l'antithèse de ce qu'on connaît aujourd'hui. Apple commercialisait des produits et les rebrandait. Tout à fait. On n'est pas très français. Et c'était également le cas, j'imagine, pour les périphériques, les imprimantes, qui étaient des imprimantes de Canon ou d'Epson, ou HP, pardon. Donc, ce modèle va être décliné en version QuickTake 100, que voici. La QuickTake 150, et qui se distingue par un zoom. C'était assez basique quand même à l'époque. C'est très basique. Alors, peu de mémoire, une définition catastrophique, des contrastes quasi inexistants, et surtout, la limitation principale de cette machine,
c'était l'alimentation. Toujours dans le nomade, même si c'était plus du transportable que du nomade, c'était l'émergence du multimédia au début des années 90 avec un produit étonnant qu'on a un peu oublié, le Power CD. Qu'est-ce que c'était le Power CD? Alors le Power CD, c'est le premier lecteur de CD-ROM indépendant, externe et surtout communicant. C'est-à-dire que c'est la première station... Je vais le prendre, comme ça on va le montrer. Alors on va montrer, si vous voulez bien, la première version, qui est la version Philips, puisque vous avez ici donc la version Apple, et là on voit la version qui est une copie, une licence de la version Philips. Ils ont juste rebrandé avec le logo. Tout à fait. Alors ici, on va retrouver la base, qui va permettre de poser l'appareil. Là, il s'agit de dock de recharge aujourd'hui comme un iPhone ou un iPad. Alors on peut mettre des piles à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le mettre sur le secteur. Et on a toute une connectique qui va permettre de brancher soit un câble, voire même une télévision. Donc on avait vu qu'Apple a essayé plein de choses durant ces années 90, à la fois faire des photos en récupérant des licences à droite à gauche chez Kodak et en s'inspirant des designs. On l'a vu avec Philips pour le CD. Alors, ils ont tenté de l'ultra-nomadisme avec le PDA et c'était un peu trop tôt. On pourrait parler pendant des heures de tout ce qui a été fait dans les années 90, notamment toute votre collection de scanners, d'imprimantes. Vous avez tout réuni encore une fois. Vous avez tout ou presque, et des moniteurs. On pourrait passer vraiment des heures ensemble à lister cette impressionnante collection. Mais je voulais revenir en fin d'émission avec vous, Alain, et plutôt que de continuer à faire cet inventaire à l'après-vert, d'essayer de comprendre un petit peu quel était votre but qui vous a guidé durant près de 15 à 20 ans. Alors pourquoi aujourd'hui, alors que vous avez passé 15 ans à réunir ce matériel, vous avez décidé de vous en séparer tout simplement? Écoutez, il n'y a jamais une raison simple. Il y a toujours un facteur déclenchant. Et il se trouve que je compte déménager dans une région au soleil et que je n'ai pas de sous-sol. Donc cela pose le problème de loger cette collection dans des conditions de stockage tout à fait convenables. Évidemment, mon rêve serait de trouver une solution qui me permette de sauver tout ou partie de cette collection, mais de manière cohérente. Et j'ai évoqué par exemple les séries de Petit Mac, qui a constitué 15 modèles. Donc j'en ai 18 puisqu'il y a 3 modèles particuliers. Je me refuse à vendre un modèle particulier dans cette collection. Je souhaite trouver un bon hébergeur qui va sauver ce patrimoine. Oui, en clair, garder une cohérence. Une cohérence, esprit, vendre des collections et pas dépareiller des familles de produits. Donc ces produits, on peut les acheter, ils sont sur le bon coin. Vous avez essayé pourtant vous avez contacté, je crois, des musées, des associations. Tout à fait. J'ai fait le tour des musées européens, à savoir la Tchéquie, la Belgique, avec le musée de Namur qui se monte, qui est un musée très important, et puis bien sûr le musée Bollot de l'École polytechnique de Lausanne. Le principal obstacle qui se pose à eux, c'est l'envergure de cette collection, qui représente quand même, pour la partie principale, environ 40 mètres cubes. Oui, c'est énorme. Voilà. Et donc, c'est effectivement un obstacle. Oui, ça coûte très cher, un déménagement de 40 mètres, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé par prendre le relais et prendre le témoin d'Alain, n'hésitez pas. Mais encore une fois, ce que vous souhaitez, c'est pas éparpiller votre collection. Je souhaiterais ne pas arriver à cette extrémité. Oui. Ça serait véritablement dommage. Je suis ouvert à toute proposition intelligente qui permette de sauver ce patrimoine avant qu'il ne se dégrade complètement. Et qu'il ne disparaisse. Et qu'il ne disparaisse, bien sûr. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Alain, de nous avoir accueillis dans votre jardin secret, parce qu'on veut garder cet endroit secret, parce qu'il y a vraiment des merveilles. Merci de nous avoir, comme ça, permis de découvrir cet univers et de sauvegarder ce patrimoine, parce que c'est un vrai patrimoine. Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie d'abord d'être venu, d'avoir pris la patience d'écouter mon message, et j'espère que cela participera à favoriser l'émergence d'une nouvelle classe de collectionneurs
qui participera à la sauvegarde de ce patrimoine. Au vu déjà des réactions qu'on a eues, parce qu'on a un petit peu teasé avant le début de cette émission, et vous avez pas mal de contacts déjà, et on pense qu'il y a pas mal de gens qui souhaitent prendre le relais. On souhaite vraiment qu'un jour il y ait un vrai musée Apple ou de l'informatique, comme il y a eu il y a quelques années, qui émerge en France et qu'on puisse raconter cette histoire, cette belle histoire de l'informatique qui, moi, m'a fait grandir et qui a bercé mon enfance. Voilà, c'est la fin de cet épisode exceptionnel d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.